On va continuer avec un sujet où je me suis interrogé pour savoir pourquoi je m'étais donné ce sujet-là, euh, qui s'intitule Malformation du ventricule droit. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de mal à le commencer. J'ai dû le finir hier soir, comme beaucoup de gens. Surtout pour me dire au départ, est-ce que ça existe, les malformations du ventricule droit, de façon isolée? Et est-ce qu'il y a véritablement des malformations du ventricule en lui-même? On pourrait, je pense, se poser exactement la même question pour le ventricule gauche, puisque la plupart des anomalies qu'on va rencontrer sont des anomalies qui sont contingentes, dans le sens où elles pourraient être là et ne pourraient pas être là, où la proportion dans laquelle elles sont là dépend d'un certain nombre de facteurs qui ne sont pas liés directement au développement du ventricule droit, mais plutôt aux anomalies de développement de son entrée ou de sa sortie, ou de façon plus précoce à des arrêts ou des anomalies de formation de ce que Lucille a déjà décrit, qui sont en particulier la boucle cardiaque. Donc j'ai essayé de faire une pseudo-classification des malformations du ventricule droit en les séparant en malformations contingentes, c'est-à-dire ou secondaires, celles qui seraient secondaires à des anomalies de positionnement du ventricule de morphologie droite, ou à des anomalies de la physiologie fétale, c'est-à-dire des anomalies de répartition du débit cardiaque fœtal combiné, soit qu'ils dépréchargent le ventricule et compromettent sa croissance et son développement en taille, soit qu'ils contraignent le ventricule en systole et que le ventricule s'adapte en fait de façon normale, mais à une malformation qui n'est pas primitivement une malformation du ventricule droit. Et je pense que dans certaines anomalies, on pourrait discuter de ce dialogue entre l'anomalie qui contraint le ventricule et ces anomalies du développement. Et puis ensuite, je voulais évoquer un certain nombre de raretés dont on ne parlera probablement pas pendant ce séminaire, qui sont des anomalies probablement de développement spécifique du ventricule, et je vous montrerai surtout quelques images, c'est l'objet de ce topo. Comme l'a dit Lucille, au cours du développement, le ventricule droit est une structure qui apparaît tardivement, puisque mon maître Jean Cachaner est là, et quand j'ai commencé la cardiologie pédiatrique, on m'a dit qu'un ventricule s'était défini par la présence de son inlet. Et donc s'il n'y a pas d'inlet, à ce moment-là, la structure qui est en aval, est-ce qu'elle porte toujours le nom de ventricule? Et on va voir qu'effectivement, en termes de sémantique, ça va poser un certain nombre de problèmes dans des cardiopathies variées. Et vous voyez qu'au cours du développement, le Johnny come lately du ventricule droit fait que c'est uniquement à partir du moment où l'entonnoir tricuspide s'est formé qu'on pourrait légitimement parler de la présence d'un ventricule droit. Avant ça, même sur l'image en haut à droite, si sur l'image en haut à droite, on voit que la structure est nommée ventricule droit. On n'a toujours pas d'entrée, donc la question est de savoir si c'est la suite du ventricule primitif ou si c'est véritablement un ventricule droit. Si on commence par les anomalies de position, vous savez qu'on peut regarder les anomalies de formation du cœur qui vont donner la plupart des cardiopathies univentriculaires à double entrée ou à double entrée mais avec atrésie d'une des valves, comme une variation de la formation de la boucle sur ce qui est représenté ici, qui est une figure mathématique qui s'appelle l'anneau de Moebius. Donc vous savez, le papier est replié après avoir été tourné. Et si on commence par la boucle droite en allant vers la boucle gauche, on va avoir toutes ces cardiopathies d'une très grande variété anatomique, mais qui pourtant procèdent exactement du même mécanisme, qui est la position relative des structures les unes par rapport aux autres dans l'espace. Et si on regarde dans ce type de malformation à nouveau l'anatomie du ventricule, eh bien, la structure qui est intitulée sur l'image en bas à droite right ventricule n'a pas d'inlet. Et la question fondamentale, c'est de savoir si elle s'appelle un ventricule. Et vous savez très bien que dans notre vocabulaire habituel, la communication qu'il y a entre le ventricule gauche, théoriquement à double entrée dans la plupart de ces anomalies, et la structure de la voie d'éjection de laquelle sort un des deux vaisseaux en fonction de la loupe, eh bien, cette communication, on a du mal à la nommer. Communication interventriculaire, foramen bulbo-ventriculaire. Parce que la question de savoir si c'est une communication interventriculaire, ça voudrait dire qu'on nomme la cavité accessoire un ventricule droit, par exemple. Et ce n'est probablement pas le cas. En tout cas, il n'a peut-être pas encore de nom à ce moment-là.
Donc ces anomalies dans le développement ont une contiguïté les unes avec les autres. Et vous voyez ici que la structure dans ce straddling de la valve tricuspide, un straddling très important, et la structure qui est de petite taille, on peut l'appeler ventricule droit. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, mais la question est exactement la même. Là, l'entonnoir tricuspide s'est formé d'une certaine façon, mais il n'y a pas eu de déplacement suffisant. On peut considérer qu'il s'agit peut-être d'un arrêt du développement embryonnaire dans certaines hypothèses sur le développement des malformations cardiaques. Et encore une fois, ce petit ventricule droit, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'appeler comme ça. C'est exactement la même chose dans le ventricule de morphologie droite en position systémique, et je pense qu'on y reviendra demain. Et Lucille nous dira certainement qu'on l'appelle ventricule droit en position systémique parce qu'un certain nombre de caractéristiques de ce ventricule droit en position systémique sont préservées, mais pas toutes. Et donc c'était un ventricule, on pourrait penser que c'est un ventricule droit qui est juste anormalement positionné, mais en fait son développement n'est pas le même et son anatomie est également différente. Donc là encore, on a un problème pour nommer ce type de malformation. Voilà ici, encore une fois, dans un autre type de malformation, une cardiopathie univentriculaire avec un canal atrioventriculaire et un ventricule droit qui est de petite taille. On appellerait ça un canal atrioventriculaire très déséquilibré aux dépens du ventricule droit, dont il existe différentes formes. Et cette cardiopathie, dans cette cardiopathie, on va dire que le ventricule droit est hypoplasique, mais je ne suis pas totalement convaincu que, encore une fois, on puisse l'appeler exactement de cette façon-là. Et c'est exactement le même problème dans l'atrésie tricuspide, comme vous l'a montré Lucille sur la coupe anatomique. En fait, il n'y a jamais eu de valve tricuspide, donc jamais d'entrée. Donc la structure d'où sort un des deux vaisseaux en fonction du type d'atrésie tricuspide est également une cavité accessoire, comme on l'a vu dans les ventricules à double entrée. Et le fait qu'il s'agisse d'une structure ventriculaire droite, dont les caractéristiques morphologiques sont absentes pour beaucoup d'entre elles, en particulier un certain nombre de bandes du ventricule, fait que ces malformations ne peuvent pas être appelées des malformations spécifiques du ventricule droit, mais des malformations plus globales dans lesquelles la partie droite ne s'est pas développée. Le ventricule droit peut être petit, on aura une session sur les ventricules droits petits, et il a un inlet, mais c'est l'inlet qui s'est mal formé. Et on verra, je pense, assez longuement dans la séance sur la malformation d'Epstein, que là aussi, ce ventricule est déstructuré dans sa forme, en particulier parce que son inlet est anormal et éventuellement son outlet est également anormal. Et la structure qu'on appelle ventricule droit est éventuellement réduite à une voie d'éjection dans un certain nombre de cas. L'atrésie pulmonaire à septum intact, c'est une malformation qui est assez intéressante parce que la logique voudrait que l'atrésie pulmonaire à septum intact soit une malformation primitive de la voie d'éjection et que celle-ci, obstruée, le ventricule droit ne pouvant pas éjecter, ne se développe pas. Et c'est un petit peu contradictoire avec l'idée qu'il s'est développé puis qu'il s'est hypertrophié secondairement. Donc toute la question est de savoir si l'atrésie tricuspide est une anomalie du ventricule droit primitive qui restreint le ventricule droit en diastole et qui conduit aux anomalies de la voie d'éjection, ou si les atrésies pulmonaires à septum intact sont des malformations où la morphologie du ventricule droit est uniquement dépendante de l'obstacle sur la voie d'éjection. Et je pense que on en discutera tout à l'heure dans le sujet sur atrésie pulmonaire à septum intact. Certaines anomalies morphologiques du ventricule droit, en particulier sa vascularisation coronaire et la présence éventuellement de sinusoïdes, peuvent faire penser qu'il s'agit d'une malformation primitive du ventricule droit plutôt qu'une malformation secondaire du ventricule droit, au moins dans un certain nombre de cas, un certain nombre de formes très précoces, secondaires à des anomalies de la voie d'éjection. Bon, tous ces sujets-là, vous les connaissez, vous les avez vus, et je pense qu'on les déclinera demain en grande partie dans les anomalies du ventricule droit et cet après-midi. Je voulais vous montrer quelques anomalies plus spécifiques du ventricule droit, beaucoup plus rares, et éventuellement sans aucune conséquence. La première, c'est
ce qu'on appelle l'hypoplasie isolée du ventricule droit, c'est-à-dire sans anomalie de l'inlet et sans anomalie de la voie d'éjection. Et c'est souvent une cardiopathie dans laquelle il y a une chambre trabéculée, apicale, partie trabéculée du ventricule droit, qui est extrêmement réduite en taille, absente, et ceci va conduire à un comportement restrictif du ventricule droit, et comme vous le voyez sur l'échographie de contraste, à un shunt droite-gauche par une communication interauriculaire, cardiopathie qu'on va pallier avec des stratégies habituelles, et le plus souvent à 1,5 ventricule. Voilà une forme un petit peu plus marquée de cette hypoplasie du ventricule droit. Vous voyez qu'il y a une entrée, un petit peu plus petite peut-être que la valve mitrale, mais pas tellement plus petite, et puis une sortie qui est strictement normale, sans aucun obstacle. Donc c'est cette fois-ci une anomalie spécifique de développement de la chambre trabéculée. Ce qui d'ailleurs est assez interroge beaucoup, parce qu'on peut se demander d'où ça vient. Est-ce que ça a régressé? Parce qu'en théorie, la structure qui est ajoutée, c'est la voie d'éjection, mais la chambre trabéculée est déjà là. Donc le mécanisme de cette malformation est assez... enfin pour moi, il est mystérieux, mais j'interrogerai Lucille tout à l'heure. Les autres anomalies qu'on peut voir sont des anomalies des bandes dans le ventricule droit. Et donc vous voyez ici donc la bande modératrice en échographie, donc ça, tout le monde sait repérer ça, et, ou en IRM. Et un certain nombre d'anomalies de ces bandes, quand elles sont très développées, soit qu'il y ait eu une communication interventriculaire, mais parfois de façon isolée, peuvent donner des obstacles intraventriculaires droits et des sténoses intraventriculaires droites. Et c'est ce qu'on appelle le ventricule droit à double chambre, avec en fait des chambres qui sont successives, une chambre à haute pression proximale, une chambre à basse pression distale. Donc anomalie relativement rare quand elle est isolée, ou alors il peut y avoir eu une communication interventriculaire qui est passée inaperçue puisqu'elle s'est fermée. Donc voilà cette anomalie que vous avez certainement déjà vue à plusieurs reprises. Les anomalies de la paroi sont des anomalies beaucoup plus rares. Les anévrismes et diverticules concernent beaucoup plus souvent le ventricule gauche. Il y a très peu de pathologies anévrismales congénitale du ventricule droit. Et par contre, les pathologies diverticulaires, les diverticules de la paroi du ventricule droit, peuvent être observées de façon fortuite. Et ici, vous voyez des images fétales avec la flèche en rouge qui vous indique le gros diverticule ventriculaire droit avec son collet. Et puis, vous voyez cette petite fille qui était venue pour un souffle et chez qui on découvre de façon fortuite un diverticule appendu à la paroi antérolatérale du ventricule droit et qui n'a jamais posé de problème, qui se contracte de façon synchrone avec le reste de la paroi. Et le seul problème est éventuellement de savoir si cela donnera des arythmies plus tard, en sachant que pour l'instant, elle n'en a pas eu, et dans les séries qui sont rapportées, il n'y en a quasiment jamais. Voilà un diverticule apical du ventricule droit. Le plus souvent, les diverticules apicaux sont associés à des anomalies de la ligne médiane, donc du type syndrome de Cantrell. Ils concernent le plus souvent le ventricule gauche. Et chez ce patient, vous voyez qu'il y a un diverticule de la pointe du ventricule droit. Et ce qui était curieux, c'est que, je n'ai pas malheureusement l'image, mais qu'il y avait un diverticule qui battait dans l'abdomen après avoir traversé le diaphragme. Donc il y a deux parties du ventricule, une qui est dans le thorax et le diverticule qui s'étend jusque dans l'abdomen. Ces diverticules peuvent être associés à des malformations cardiaques, et là aussi ça pose un problème en termes d'origine de ces anomalies, de comment est-ce que les diverticules vont se développer dans ces malformations. Et si vous regardez la littérature, de très nombreuses malformations sont associées à des diverticules du ventricule droit. Ici, c'est une tétralogie de Fallot, avec un très gros diverticule de la partie basale du ventricule droit, et ici, un enfant qui a un canal atrioventriculaire, avec également, comme vous le voyez sur l'image, un diverticule de la paroi latérale du ventricule droit. Donc tout ceci, de la même façon que le papier sur la transillumination, pose la question du mécanisme de développement de ces structures annexes au ventricule. Et je vais terminer avec les anomalies spécifiques de la paroi, qui ne sont pas toutes malformatives, mais qui font le lien, et c'est peut-être la suite de la discussion que nous avons eue sur les ventricules transilluminés.
c'est le lien entre qu'est-ce qui est malformatif, qu'est-ce qui est dégénératif dans les pathologies ventriculaires droites. Et là, vous voyez une échographie et une image anatomique avec l'histologie d'une dysplasie arythmogène du ventricule droit qui fera l'objet d'une session tout à l'heure, avec cette paroi qui est fine, avec des remplacements adipocytaires et fibreux de la paroi du ventricule, une exagération des bandes qui sont plus visibles du fait de la dilatation ectasique du ventricule. Et cette anomalie spécifique de la paroi, on sait qu'elle est liée à un certain nombre de mutations dans les gènes de cardiomyopathie, les plus classiques étant les protéines de jonction desmosomale, mais il y en a d'autres qui peuvent donner ce type d'anomalie, d'ailleurs à droite, mais aussi à gauche. Et puis enfin, pour terminer, la maladie de Hull ou de Hull, comme vous voulez, qui est plus probablement malformative, mais ce qui est assez curieux, c'est que cette fois-ci, dans la maladie de Hull, les atteintes du ventricule gauche, mais Lucille, tu me contrediras, ne sont pas observées. On ne voit que des atteintes de la paroi du ventricule droit, contrairement à la dysplasie arythmogène du ventricule droit, et la paroi est remplacée par une structure fibreuse. Il n'y a pas du tout de cellules musculaires, ou quasiment pas de cellules musculaires, et vous voyez en transparence le réseau coronaire à la surface dans cette maladie spécifique, localisée, et dans laquelle il n'y a pas de développement des myocytes du ventricule droit. Quand on la constate, on peut la constater dès la vie fétale, et elle n'est a priori pas dégénérative, mais plutôt congénitale. Mais elle a une proximité anatomique avec la dysplasie arythmogène du ventricule droit. Donc si je conclus ici, le ventricule droit est fréquemment impliqué dans les malformations cardiaques congénitales, dans les anomalies de la loupe, dans les anomalies de la convergence que je n'ai pas évoquées ici, dans les anomalies de pré-charge et post-charge du cœur fœtal, que ce soit donc des anomalies de l'entrée ou des anomalies de la sortie, avec éventuellement une cardiopathie pour laquelle il y a un mix entre les anomalies du développement et les anomalies de contrainte, qui est l'atrésie pulmonaire à septum intact. Les anomalies isolées du ventricule droit sont rares, dans la plupart des cas peu symptomatiques ou asymptomatiques, et faciles à réparer pour celles qu'on a citées, en particulier l'hypoplasie isolée du ventricule droit. Et puis, il y a des maladies exceptionnelles qui affectent la paroi du ventricule droit, qu'on voit une fois ou deux dans une carrière de cardiologue pédiatre. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie